jeu des grandes puissances au Moyen-Orient et donc, par voie de conséquence, dans le conflit israélo-arabe ou israélo-palestinien ou judéo-musulman, nous avions insisté sur le fait que ce rôle était important parce que, d'une certaine façon, le Moyen-Orient, jusqu'à ce jour, n'était pas une région, on va dire, indépendante. C'est une région où il y a bien sûr des États souverains, des États qui sont, par exemple, sur le plan formel représentés à l'ONU, des États qui ont un niveau plus ou moins élevé de puissance économique, militaire ou autre, mais aucun de ces États ne peut vivre et se développer de manière totalement indépendante. Tous ces États ont besoin d'alliés ou d'amis ou de protecteurs extérieurs puissants et par conséquent, les grandes puissances mondiales qui sont encore aujourd'hui très largement des puissances européennes, il y a le cas de la Chine que nous aborderons qui est le premier cas d'une puissance extra-européenne commençant à jouer un rôle au Moyen-Orient, ces puissances interviennent dans le conflit et les intérêts de ces puissances ont eu en fait autant d'importance que les intérêts des protagonistes dans l'évolution du conflit. La semaine dernière, après avoir posé ces principes, nous avions abordé le cas des puissances dites latines. Les puissances latines, nous en avions énuméré trois: la France, la plus importante des puissances latines, l'Italie, puissance latine moins importante que la France, mais non négligeable et qui, à certains moments, a pu jouer un rôle très important dans la région. Et enfin, une puissance sur laquelle on ne pense pas nécessairement, mais qui a beaucoup d'influence et sur la région et sur la façon dont d'autres pays peuvent être amenés à s'intéresser à la région. Je parle du Saint-Siège, ou si l'on préfère du Vatican, c'est-à-dire de cet État en droit international qui personnifie, représente l'Église catholique ou les Églises catholiques et défend les intérêts du catholicisme. Nous allons aborder maintenant d'autres puissances. Alors la première puissance extérieure dont nous allons parler aujourd'hui, c'est la Russie. La Russie est très différente des trois puissances latines dont nous avons parlé la semaine dernière, dans la mesure où elle appartient à une autre forme très différente de christianisme. Il s'agit de ce que l'on appelle l'orthodoxie du christianisme orthodoxe, de l'orthodoxie grecque, puisque sa langue religieuse a été essentiellement le grec, et que historiquement, c'est une variante du christianisme qui s'est développée à partir de l'Église byzantine, c'est-à-dire de l'Église de l'Empire romain d'Orient, qui était devenue en fait un empire grec et dont la langue religieuse et liturgique était au Moyen-Âge le grec. La Russie, avant tout, regarde le Moyen-Orient en tant que puissance orthodoxe, en tant que puissance se rattachant au christianisme orthodoxe, au christianisme grec. Je dis bien que la Russie, avant toute chose, se comporte en puissance orthodoxe. Cela veut dire d'abord que historiquement, la Russie s'est intéressée au Moyen-Orient en tant que puissance orthodoxe, mais aussi que même pendant la période de plus de 70 ans, où la Russie était, en fait, faisait partie de ce qu'on appelait l'Union soviétique, c'est-à-dire d'un système, d'un régime communiste, officiellement athée, officiellement détaché du christianisme, eh bien, la Russie, sous sa période soviétique, n'a pas cessé au Moyen-Orient de se comporter en puissance orthodoxe. Elle n'a pas cessé
d'entretenir des relations privilégiées avec les chrétiens orthodoxes d'Orient, notamment les chrétiens orthodoxes arabes d'Orient. Elle n'a pas cessé de continuer, elle a continué en fait les options stratégiques de l'ancienne Russie impériale, et ces options impliquaient justement d'être présent au Moyen-Orient, d'être présent en Terre Sainte, d'être présent à Jérusalem et d'intervenir dans la région de manière extrêmement active. Alors, j'ai vu qu'une question m'a été posée à propos de l'antisémitisme orthodoxe. En fait, j'aborde tout de suite cette question. L'Église orthodoxe est assez différente des deux christianismes occidentaux, c'est-à-dire le christianisme catholique et le christianisme protestant, en ce sens que elle a une vision où le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel, qui, tant chez les catholiques que chez les protestants, sont relativement ou totalement séparés, elle a une vision de ces pouvoirs, au contraire, beaucoup plus intégrée. Dans le monde orthodoxe, il y a fusion entre l'État et l'Église. Il y a fusion totale entre l'État et l'Église dans l'ancien empire byzantin, qui est la matrice du christianisme orthodoxe. L'empereur était le chef de l'Église, et quand on dit le chef de l'Église, ce n'était pas un titre honorifique, il intervenait de manière extrêmement directe dans les affaires de l'Église. Et l'Église elle-même se considérait comme une partie intégrante de l'État. Alors, nous avons donc déjà, par ce fait, une situation assez différente de celle que l'on peut connaître dans les pays chrétiens occidentaux. Dans les pays chrétiens occidentaux, les États, les rois, les républiques, ou bien encore les parlements sous des régimes, par exemple, de monarchie libérale et parlementaire, peuvent décider d'une politique qui n'est pas entièrement ou qui n'est pas du tout la politique de l'Église. Tandis que dans le monde orthodoxe, d'une part, le pouvoir politique aura tendance à infléchir sa politique en fonction de l'idéologie religieuse officielle, et d'autre part, l'Église soutiendra les ambitions temporelles de l'État d'une manière bien plus poussée que ce que nous voyons dans les pays occidentaux. Monsieur Gerfinkel, on nous pose une question. Frédéric nous pose la question, est-il vrai que l'antisémitisme orthodoxe est encore plus accentué? Alors, je vais répondre, j'avais dit que j'allais répondre à cela il y a une minute, je disais que j'allais répondre à cette question, puisque j'ai vu cette question s'afficher. Il est vrai que le christianisme orthodoxe a une tradition, il procède directement du christianisme byzantin, et le christianisme byzantin avait une attitude extrêmement négative vis-à-vis du judaïsme. On peut dire que c'est au moment où l'Empire romain devient chrétien, et c'est sous Constantin, et le même empereur Constantin est celui qui crée une nouvelle Rome, une nouvelle capitale impériale à Constantinople. Donc, en fait, c'est celui qui est à l'origine de la création de la chrétienté orthodoxe. Et ce christianisme orthodoxe va être d'emblée en situation de conflit avec le judaïsme. Il mènera une politique consistant à
diminuer le rôle, l'influence ou les libertés des Juifs au sein de l'Empire par rapport au statut qui avait été pendant l'Empire romain, celui des Juifs. Dans le monde catholique puis dans le monde protestant, les choses ont toujours été beaucoup plus, je dirais, nuancées. Il y a eu très souvent dans le monde catholique et dans le monde protestant des périodes où en fait des régimes beaucoup plus libéraux étaient accordés aux Juifs, tandis que une certaine forme d'antisémitisme est assez systématique, est au cœur du christianisme byzantin. Mais ce qui est très important de noter, c'est que l'Empire byzantin disparaît, il décline entre l'an 1000 et l'an 1453, et en 1453, l'Empire byzantin disparaît, il est en fait conquis par les Turcs ottomans, qui sont des musulmans, et qui vont en fait maintenir l'Empire, mais en faire un empire dirigé par non plus un empereur chrétien, mais par un sultan musulman. À partir du moment où l'Empire byzantin disparaît, une nouvelle puissance orthodoxe qui a été convertie au christianisme par les Byzantins quelques siècles auparavant, il s'agit de la Russie orthodoxe, la Russie orthodoxe va se considérer comme l'héritière de Byzance. Et en Russie, il se passe quelque chose d'assez extraordinaire. Il se passe en effet que lorsque la Russie devient chrétienne, en fait, elle apprend le christianisme auprès de Byzance, mais très vite, elle va l'infléchir, le modifier en fonction de sa sensibilité propre. Et en fait, le christianisme orthodoxe russe va se révéler très souvent très judéotrope ou judéophile, c'est-à-dire qu'il va être fasciné par l'Ancien Testament, il va être fasciné par le judaïsme beaucoup plus que ne l'était Byzance. Quand je dis qu'il va être fasciné, ça va aller très très loin, puisqu'il va y avoir au sein de l'Église russe quelque chose qui n'a jamais existé au sein de l'Église byzantine, c'est des courants judaïsants. Il va y avoir des mouvements populaires ou au contraire aristocratiques qui vont tendre à donner un rôle très important aux Juifs et au judaïsme comme en quelque sorte mentor du christianisme, et il va y avoir des conversions au judaïsme très nombreuses. Cette dualité entre un antisémitisme hérité de Byzance et une judéophilie mystique ou populaire assez importante, cette dualité va beaucoup marquer le christianisme russe. Mais au niveau politique, à partir du tsar Ivan III, qui règne à peu près vers l'an 1500, les tsars décident de reprendre totalement vis-à-vis des Juifs ce qu'a été la tradition byzantine. Donc à partir de ce moment-là, à partir de 1500, l'État russe, l'État tsariste, va en fait être l'héritier de l'antisémitisme byzantin, et il va même accentuer cet antisémitisme byzantin. Il y aura une opposition radicale au judaïsme beaucoup plus poussée que tout ce que l'on pourra voir au même moment dans le monde catholique et protestant. En général, dans le monde catholique et protestant, il y a des limites qui existent, qui existent autour de l'antisémitisme religieux, tandis que dans le monde russe, au contraire, il va y avoir une sorte de surenchère d'antisémitisme religieux et par voie de conséquence d'antisémitisme
politique. Mais, cela n'empêche pas que les courants judaïsants continuent à exister. Et vous avez certainement entendu parler de ce que l'on a appelé les sobotniki, non pas les sabbatéens au sens de partisans de Shabtai Tzvi, mais les sabbatistes. Il y avait au XIXe siècle un mouvement populaire chez les paysans russes consistant en fait à pratiquer le Shabbat et à se rapprocher du judaïsme, puis à se convertir totalement au judaïsme, et un certain nombre de ces convertis au judaïsme ont fini par s'installer en Eretz Israël au XIXe siècle, et ils ont joué un rôle, c'était un très petit groupe, mais c'est un groupe qui a joué un rôle très très important dans la naissance de l'agriculture juive en Eretz Israël, puisque tout simplement ces paysans connaissaient mieux la terre que les juifs qui essayaient de revenir à la terre. Donc, je crois que nous avons un petit peu fait le tour de la question en ce qui concerne l'arrière-plan religieux, mais nous allons essayer maintenant de reprendre cette question sur le plan politique. Sur le plan politique, comme la Russie des tsars, qui est la principale puissance orthodoxe après la disparition de Byzance, il y a d'autres puissances orthodoxes. Par exemple, aujourd'hui, nous savons que la Roumanie est une puissance orthodoxe, que la Bulgarie est une puissance orthodoxe, la Serbie est une puissance orthodoxe, la Grèce, une puissance orthodoxe, Chypre, pour sa partie chrétienne, est orthodoxe, une partie de l'Ukraine est orthodoxe également. Donc, mais il n'en reste pas moins que c'est la Russie qui est, depuis la fin du Moyen-Âge, la principale puissance orthodoxe. Cette puissance se considère comme l'héritière de l'Empire de Byzance. La politique russe, l'un des buts avoués de la politique russe, c'est d'hériter de Byzance, c'est-à-dire quelque part de chasser les Turcs et de s'emparer de leur empire au profit du tsar. Le tsar est destiné à devenir le nouvel empereur byzantin. Et c'est tellement vrai qu'en russe, la ville de Constantinople, celle que l'on appelle aujourd'hui en turc Istanbul, l'ancienne capitale des empereurs byzantins, devenue la capitale de l'Empire ottoman à partir de 1453, cette ville d'Istanbul en russe est appelée Tsargrad, c'est-à-dire la ville du tsar, la ville de l'empereur. Et cette volonté de s'implanter à la place des Ottomans dans l'Empire ottoman va être véritablement une idée directrice de la politique étrangère russe pendant toute la période de la monarchie tsariste. Soit par le biais de conquêtes sur l'Empire ottoman, une partie de la formation de l'Empire russe moderne s'est faite par annexion, par conquête et annexion de territoires qui étaient jusque-là russes. C'est le cas par exemple de la Crimée ou du Caucase, l'ensemble des rives nord de la mer Noire, soit par le biais de protection des chrétiens d'Orient, en les aidant à devenir indépendants des Turcs. C'est le cas par exemple de la Bulgarie qui atteindra son indépendance avec l'aide des Russes. Ce sera aussi en partie le cas de la Grèce, qui devient un pays indépendant un peu avant la Bulgarie, grâce à l'aide bien sûr des Français et des Anglais, mais aussi des Russes, et il y aura des liens étroits entre les Russes et les Grecs jusqu'à aujourd'hui. Soit encore, les Russes vont défendre par le régime des capitulations, par le régime du protectorat religieux dont nous avons parlé dans des conversations précédentes, ils vont protéger les églises d'Orient, en commençant par les églises qui se rattachent à l'orthodoxie classique, mais aussi ils vont quelquefois protéger des églises qui ne sont pas purement orthodoxes, mais qui ont besoin d'un protecteur, et donc les Russes accordent leur protection et ces églises
sont forcés d'accepter la protection russe parce qu'ils n'en trouvent pas d'autres. Ce qui fait que les Russes interviennent dans les affaires ottomanes, ils protègent les Grecs orthodoxes, ils protègent une partie, sinon la totalité des Arméniens, ils vont protéger un certain nombre de petites églises d'Orient, ils vont intervenir partout où ils peuvent intervenir et ils vont intervenir en Terre Sainte. Vous vous rappelez, vous savez qu'à Jérusalem, il y a une église russe tout à fait spectaculaire qui se trouve à peu près au nord de la vieille ville. C'est une église qui ressemble tout à fait aux églises russes traditionnelles avec des bulbes carrément orientaux qui surplombent le bâtiment. Il y a d'autres églises russes à Jérusalem. Il y a à proximité de la mairie de Jérusalem ce que l'on appelle le quartier russe, ou en anglais the Russian Compound, avec d'autres églises orthodoxes et des monastères orthodoxes. Tout cela indique à quel point la Russie, au XIXe siècle, à période où la présence européenne devient dominante en Terre Sainte, a essayé de s'implanter en Terre Sainte. À partir du moment où l'Empire ottoman s'effondre, et à partir du moment où les anciennes possessions arabes de l'Empire ottoman sont plus ou moins partagées entre la zone d'influence anglaise et la zone d'influence française, qu'on appelle les accords Sykes-Picot, les Russes ont un problème qui est de rester en place. Et ils ont un problème redoublé, puisque officiellement la Russie n'est plus la Russie impériale, elle est devenue l'Union soviétique. Eh bien, les Russes, néanmoins, vont parvenir à maintenir leurs liens avec les églises d'Orient qui étaient autrefois sous le protectorat soviétique. La plus grande partie, non pas la totalité, mais la plus grande partie des églises d'Orient et des églises de Terre Sainte vont être d'une façon ou d'une autre sous influence directe ou indirecte des soviétiques, et cette influence ne fera que grandir, bien entendu, dans la mesure où les soviétiques eux-mêmes deviendront de plus en plus puissants dans la géopolitique mondiale. En particulier, après 1945, quand le monde va être partagé, la chute de l'Allemagne nazie, entre deux super grands, le super grand américain et le super grand soviétique, l'influence soviétique en Orient, par le biais des chrétiens d'Orient, va devenir tout à fait réelle. Et on va assister à une situation tout à fait étrange, une situation où les chrétiens d'Orient, qui sont fondamentalement chrétiens, qui se définissent sur le plan religieux, pour lesquels la religion et l'identité communautaire ou ethnique ne font qu'un. Ces chrétiens d'Orient, néanmoins, vont devenir très souvent communistes ou vont fournir au Parti communiste arabe une bonne partie de leur cadre. Et quand ils ne deviennent pas communistes, ils vont adhérer à des mouvements nationalistes arabes, en particulier le mouvement Baas, si puissant en Syrie et en Irak. Ils vont adhérer au parti Baas, qui est un parti, on va dire, nationaliste, laïque arabe, nationaliste ou national-socialiste arabe. Ils vont se rapprocher donc du Baas parce que les partis Baas vont tendre rapidement à s'allier avec l'Union soviétique. Néanmoins, la Russie joue, comme vous le savez certainement, joue un rôle capital en 1947-48 en faveur de la création de l'État d'Israël. Alors, c'est une sorte de contradiction à première vue.
on se dit à première vue que quelque chose de bizarre s'est passé, que le dictateur qui est au pouvoir à ce moment-là en Russie, Staline, se serait laissé fléchir par la tragédie du peuple juif, se serait rallié à l'idée que ce peuple juif a besoin d'un foyer national, d'un État. Les choses sont plus simples en réalité. En réalité, il se trouve que, comme nous avions commencé à le voir la semaine dernière, le Proche-Orient, après 1945, semble être dominé par les Anglais. Et les Soviétiques ont décidé, il y a les Anglais, il y a un petit peu les Américains, ce sont les Anglo-Saxons. Les Français ont été évincés, les Allemands ont été éliminés puis ils ont perdu la guerre, les Italiens aussi. Donc, les Russes cherchent le moyen de s'implanter dans la région et de remplacer, partout où ils le peuvent, l'influence anglo-saxonne. Et il semble bien que Staline, en fait, a décidé de recourir à une ruse classique, qui consiste dans un premier temps à faciliter, à assurer la création d'Israël, d'un État juif, d'un État non arabe, d'un État non musulman dans la région. Et une fois que cet État est créé, la Russie explique aux Arabes, écoutez, vous voyez que les Anglais ne vous ont pas protégé, vous voyez que les Anglais ont été incapables de tenir leur parole à votre égard, tournez-vous vers nous, nous serons beaucoup plus capables de vous protéger. C'est la meilleure explication de ce qui se passe, parce que nous voyons très bien un Staline hostile au sionisme jusqu'en 1947, qui brusquement décide de se rallier à l'idée de la création d'un État juif en 1947-48, et qui, dès que cet État juif est créé et viable, va en fait rompre avec cet État juif et au contraire va s'allier avec le nationalisme arabe et même parfois avec l'islamisme militant. Cette alliance, comme vous le savez, durera tant que le régime communiste se maintiendra en Russie. Les choses se sont un peu modifiées, bien sûr, en 1991. En 1991, l'Union soviétique se désintègre, son rôle au Moyen-Orient est remis en question, elle n'a pas les moyens de continuer à intervenir dans la région, et puis au même moment, il y a un transfert massif de population entre l'ex-Union soviétique et Israël. C'est-à-dire qu'en gros, 1 million de juifs ex-soviétiques décident de quitter la Russie et les autres républiques soviétiques pour s'installer en Israël. Cet ensemble de facteurs va amener les Russes à une position nouvelle. Les Russes vont commencer à dire qu'ils sont les amis de tout le monde. Ils vont considérer que la présence d'1 million de gens d'origine russe, de russophones en tout cas, en Israël, finalement est un atout pour eux, que les Israéliens d'origine russe peuvent leur apporter beaucoup sur le plan économique, sur le plan scientifique, sur le plan technologique. Donc, la Russie voit désormais Israël comme un pays qui peut lui être utile, mais néanmoins, la Russie continue et cherche, le cas échéant, à renouer des liens avec ses anciens protégés dans la région. La Russie nouvelle, qui va devenir un régime à nouveau autoritaire, nationaliste sous Poutine, la Russie nouvelle, comme vous le savez,
est restée alliée avec le régime d'Assad, qui était autrefois un régime pro-soviétique. Elle a gardé des liens privilégiés avec le mouvement palestinien, qui était autrefois largement pro-soviétique. Et elle va également conserver des liens en Irak avec ce qui reste de l'ancien régime de Saddam Hussein. Elle va, ce qui avait déjà été la politique de l'Union soviétique avant 1991, chercher à avoir des relations de bon voisinage, de coopération, voire même d'entente stratégique, avec l'Iran communiste. Tout cela aboutit à une situation que nous connaissons aujourd'hui où les Russes, constatant l'effacement, le retrait des Américains, ont décidé d'opérer une sorte de guerre éclair dans la région, c'est-à-dire d'utiliser absolument tous leurs atouts stratégiques pour revenir dans la région, consolider leurs alliés et quelquefois conquérir des positions nouvelles qui ne leur avaient pas appartenu dans le passé. Nous ne savons pas jusqu'à quel point cette nouvelle présence russe va pouvoir se maintenir, parce que la Russie est quand même aujourd'hui une puissance beaucoup plus faible que l'ancienne Union soviétique. Sa force relative actuelle est surtout nourrie de la passivité américaine et de la passivité européenne. Mais il n'en reste pas moins qu'il y a un retour de la Russie, et c'est un retour qui, pour Israël, est à la fois est très complexe, puisqu'il n'y a pas d'hostilité déclarée entre la Russie et Israël. Les Israéliens ont très bien compris que sur beaucoup de plans, en fait, ils sont utiles aux Russes, et donc ils peuvent parler aux Russes, et ils peuvent obtenir certaines choses des Russes, mais il n'en reste pas moins que d'un autre côté, les Russes soutiennent des acteurs au Moyen-Orient qui sont des ennemis radicaux d'Israël, et la présence même militaire directe de la Russie dans la région gêne et parfois risque de limiter en quelque sorte l'envergure stratégique d'Israël face à ses ennemis potentiels. Voilà donc ce que l'on peut dire sur le rôle de la Russie, passé et présent dans la région. La Russie est revenue, la Russie était là, la Russie est revenue, la Russie sait jouer sur beaucoup de plans à la fois. La Russie est un élément très très important de la configuration actuelle de la sécurité d'Israël et du conflit entre Israël et une très grande partie du monde arabe et du monde musulman. Troisième ordre de puissance, l'Angleterre. Alors, l'Angleterre, nous avons déjà un petit peu abordé le cas anglais dans notre leçon précédente. Disons que l'Angleterre a longtemps considéré le Proche-Orient sous l'angle de la route des Indes. Il se trouve qu'au XVIIIe siècle, les Anglais s'implantent dans l'Inde, dans le sous-continent indien, et que rapidement, ils créent un puissant empire colonial en Inde. Et toute leur politique mondiale, tout au long du XIXe siècle et dans la première partie du XXe siècle, consiste à assurer la sécurité de l'empire indien et d'assurer la sécurité des voies de communication vers l'empire indien. L'une de ces voies de communication, c'est le canal de Suez qui est percé, comme vous le savez, en 1869 entre la Méditerranée et la mer Rouge, et qui donc rapproche considérablement sur le plan maritime, qui était à cette époque capital et qui reste très important aujourd'hui, rapproche considérablement l'Angleterre
de ces possessions indiennes. Au XXe siècle, cependant, les Anglais commencent à avoir une autre vision du Proche-Orient. Les Anglais, en effet, sont arrivés à la conviction que, à la conclusion que sur le plan économique, l'Empire des Indes ne leur rapporte plus autant qu'il avait pu le rapporter dans le passé. Donc les Anglais s'orientent, leurs intérêts nationaux sont moins essentiels en Inde qu'ils ont pu l'être au XVIIIe siècle et au XIXe siècle, et donc ils peuvent envisager un certain retrait des Indes qui va se matérialiser en 1947 par l'indépendance de l'Inde anglaise et son fractionnement en plusieurs États, essentiellement la République de l'Inde actuelle, le Pakistan, mais aussi ce qu'on appelle aujourd'hui le Bangladesh et aussi ce qu'on appelle la Birmanie et le Sri Lanka. Mais au même moment, les Anglais se disent qu'il y a une nouvelle région du monde qu'ils ne regardaient jusque-là que comme une région intermédiaire, le Moyen-Orient, qui devient essentielle, parce qu'au Moyen-Orient, il y a le pétrole, et que le pétrole est littéralement la base de toute l'économie moderne du XXe siècle. Et donc, les Anglais imaginent qu'ils pourraient créer un empire anglais anglo-arabe, une sorte d'équivalent de l'Empire des Indes, mais qui serait désormais fondé sur une alliance entre l'Angleterre et des pays arabes, et de préférence des monarchies, mais le cas échéant aussi des républiques. Et à cette fin, les Anglais, en 1945, créent, ce sont eux qui créent quelque chose qui existe toujours, la Ligue arabe. La Ligue arabe est au départ créée par les Anglais comme une sorte de successeur de l'ancien Empire des Indes. Et bien sûr, à partir de ce moment, les Anglais épousent la cause arabe et en fait, bien qu'ils ont favorisé la création d'Israël vers 1920, en fait, ils renient totalement leur soutien à Israël et ils vont s'engager très loin dans une alliance avec le monde arabe. Sauf que cette alliance va fonctionner très mal parce que ceux des dirigeants arabes qui sont le plus étroitement liés aux Anglais sont renversés les uns après les autres par des révolutions souvent inspirées et souvent comment dire, manipulées par les Russes, par les Soviétiques. Et donc, les Anglais sont dans une situation très compliquée. Ils gardent beaucoup d'intérêt dans la région, ils gardent beaucoup d'ambition dans la région, mais tout de même, leur projet de création d'un grand empire anglo-arabe, ce projet échoue assez rapidement. On peut dire qu'il échoue avec la révolution égyptienne, le renversement de la monarchie en Égypte, puis avec la révolution irakienne, le renversement de la monarchie hachémite en Irak. Il n'en reste pas moins que les Anglais sont toujours un facteur, un acteur, et c'est un acteur extrêmement ambigu. Il y a en fait dans la politique anglaise deux courants. Il y a un courant anti-israélien très puissant, et il y a un courant pro-israélien qui refait surface régulièrement, mais qui reste toujours minoritaire. Et en définitive, les deux courants, puisqu'on est chez les Anglais, que les Anglais c'est une civilisation fondée sur le compromis, les deux courants tendent à passer des espèces d'accords entre eux, et ce sont des accords qui finalement sont beaucoup plus défavorables que favorables à Israël. Donc l'Angleterre, historiquement, va être une puissance beaucoup plus pro-arabe que pro-israélienne. Il y a des changements qui se produisent. Il y a une époque où on a le sentiment que le Parti travailliste est plus proche d'Israël, du sionisme et d'Israël que le Parti conservateur. Et puis, il y a d'autres époques où c'est au contraire les conservateurs qui ont l'air d'être plus proches d'Israël. C'est un conservateur pas très pro-sioniste d'ailleurs, il faut dire, Sir Anthony Eden, qui participe
à l'alliance franco-anglo-israélienne de 1956, avec des résultats d'ailleurs qui ne seront pas satisfaisants pour l'Angleterre. C'est une conservatrice, Madame Thatcher, qui essaiera de mener la politique étrangère la plus pro-israélienne possible britannique. Et nous avons actuellement en Angleterre un Premier ministre, David Cameron, qui est aussi pro-israélien que possible pour les Anglais, mais l'esprit général de la politique étrangère anglaise et de la politique étrangère vis-à-vis du Moyen-Orient reste extrêmement pro-arabe et extrêmement marqué par non seulement des stratégies défavorables à Israël, mais surtout par des préjugés, voire même des fantasmes anti-israéliens extrêmement poussés. Nous allons maintenant aborder le cas d'une autre très grande puissance, c'est, et en l'occurrence une autre très grande puissance anglo-saxonne, c'est l'Amérique. Alors l'Amérique est anglo-saxonne, elle parle anglais, elle est culturellement très proche de l'Angleterre. C'est une puissance qui est présente au Moyen-Orient pratiquement depuis les origines. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais les Américains ont intervenu dans le monde arabe, et ils ont intervenu les armes à la main dans le monde arabe dès 1803. En 1803, il y a une expédition militaire américaine contre les pirates arabes de Tripoli, c'est-à-dire de Libye, et cette expédition, c'est une expédition punitive par rapport à des actes de piraterie menés par les barbaresques libyens. Cette expédition est victorieuse d'ailleurs, met pratiquement un terme à la piraterie barbaresque arabe en Méditerranée, et c'est également la création du fameux corps des Marines, cette force d'intervention à l'étranger des Américains. 1803. Donc vous voyez, les Américains, dès l'origine de leur nation, s'intéressent déjà à la Méditerranée, et ils vont s'intéresser bien sûr à la Terre Sainte, parce que les Américains, comme les Anglais, sont des chrétiens, des protestants. Ils ont toutes sortes d'idées ou de fantasmes vis-à-vis de la Terre Sainte. Ils se posent en protecteurs, comme les Anglais, de toutes sortes de minorités, y compris des Juifs. Et il y aura même quelque chose de plus intéressant dans le cas américain, c'est que pendant très longtemps, je dirais pendant à peu près un siècle, ou un peu plus d'un siècle, les Américains, curieusement, enverront systématiquement auprès des pays musulmans, il n'y en a pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de pays musulmans indépendants à cette époque, ils enverront systématiquement des ambassadeurs juifs. Ils considéreront que les Juifs ont plus de sensibilité et donc de subtilité, d'intelligence pour représenter les États-Unis dans la région. Il y aura donc des ambassadeurs juifs américains qui seront en place dans la région, et notamment le plus célèbre s'appelle Morgenthau, c'est un grand banquier de New York, et il sera le représentant des États-Unis auprès de l'Empire ottoman pendant la Première Guerre mondiale. L'Amérique, en effet, tout en étant alliée à l'Angleterre et à la France, reste neutre vis-à-vis de la Turquie. Et il y aura une ambassade américaine qui va rester sur place à Constantinople jusqu'à la défaite finale de l'Empire ottoman. Les Américains ne feront pas la guerre à l'Empire ottoman. Ce sont des choses très importantes dans les relations entre la Turquie post-ottomane, la Turquie moderne, et l'Amérique. Il est certain que
il y a une différence entre traiter avec un ex-ennemi et traiter avec quelqu'un qui n'a jamais été un ennemi. Alors, Morgenthau est un homme remarquable qui, notamment, découvrant que les Turcs ottomans sont en train de pratiquer un génocide vis-à-vis des Arméniens, va intervenir auprès du sultan ottoman et du gouvernement ottoman, mais il n'en reste pas moins qu'en même temps, Morgenthau va gérer les intérêts américains dans le sens de la neutralité avec la Turquie. Les Américains s'intéressent beaucoup à la Terre Sainte, ils s'intéressent beaucoup aux chrétiens d'Orient, ils s'intéressent en fait à toutes les communautés de l'Orient et beaucoup d'Américains s'intéressent aux Juifs. Il y a dans le protestantisme américain, plus encore que dans le protestantisme anglais, un courant qui est judéophile et qui va devenir pro-sioniste. Même si, en termes strictement politiques, l'Amérique ne va pas toujours être extrêmement favorable en réalité ni au sionisme ni à l'État d'Israël quand il va être créé, il n'en reste pas moins que le contexte est un contexte où il y a beaucoup de gens qui ont de la sympathie pour le peuple juif d'une part et pour le sionisme d'autre part. La principale force au sein de l'opinion américaine qui contrebalance cette sympathie, eh bien, ça va être le lobby pétrolier. Alors, le lobby pétrolier, c'est quelque chose qui a plusieurs dimensions. D'abord, il y a une dimension purement financière et économique. Il y a simplement que l'Amérique a été la première grande puissance pétrolière mondiale dès le XIXe siècle. Et lorsque l'on commence à découvrir beaucoup de pétrole dans d'autres régions du monde, notamment au Moyen-Orient, il se trouve que les grandes sociétés pétrolières américaines se disent il n'y a pas de raison que nous qui connaissions le métier, nous ne soyons pas actifs dans ces nouvelles régions, en fait que nous ne captions pas ces réserves, ces gisements à notre profit, que l'industrie pétrolière du Moyen-Orient ne passe pas sous le contrôle américain. Sur ce plan, les Américains vont être très longtemps en conflit avec les Anglais qui, nous l'avons vu, font exactement le même raisonnement. Et c'est très intéressant de noter ça parce que il y aura beaucoup de divergences entre les Anglais et les Américains en permanence dans la région et qui seront commandées par des intérêts, en fait, très concrets, divergents. Mais ce qui va se passer, bien entendu, c'est qu'au fur et à mesure que les intérêts pétroliers américains se consolident au Moyen-Orient, eh bien, en fait, les pays pétroliers du Moyen-Orient, l'Iran, sous le régime du Shah, puis et par ailleurs un nombre important de pays arabes, vont consolider réciproquement leur influence aux États-Unis. Et donc, il y a une sorte de lobby à deux têtes et à deux faces qui se crée. C'est un lobby qui défend les intérêts américains au Moyen-Orient, mais qui en même temps va défendre de plus en plus les intérêts des Orientaux, les intérêts arabes aux États-Unis. Et ce lobby va être de plus en plus, bien entendu, dirigé contre Israël. Et puis, il y a une autre dimension dont on ne parle jamais, mais qui reste à ce jour tout à fait capitale. Le pétrole, ce n'est pas seulement une source d'énergie importante pour l'économie. Le pétrole, c'est aussi quelque chose d'essentiel sur le plan stratégique. À ce jour, on n'a pas trouvé de moyens, de forme, si vous voulez, de carburant plus facilement utilisable par les armées que les dérivés du pétrole. Grâce au pétrole et ses dérivés, comme par exemple l'essence pour les véhicules, une armée peut se mouvoir rapidement et de manière autonome. Elle ne le peut pas à ce jour avec d'autres sources d'énergie. Peut-être qu'un jour, il y aura
par exemple, des blindés qui seront des blindés électriques et qui auront une grande autonomie, mais pour l'instant, il n'y en a pas. Donc, à partir du moment où l'Amérique va avoir une vision géopolitique, une vision stratégique mondiale, elle se dira, il faut absolument que je contrôle toutes les régions pétrolières du monde, notamment le Moyen-Orient, et donc le prix à payer, c'est peut-être de prendre mes distances vis-à-vis d'Israël. Cette ambiguïté entre, d'une part, une certaine sympathie vis-à-vis du judaïsme et d'Israël qui remonte aux origines même de la nation américaine, et d'autre part, des intérêts économiques mais aussi stratégiques en faveur du monde pétrolier, cette ambiguïté va marquer et continue à marquer jusqu'à ce jour la politique des États-Unis. Elle sera arbitrée par la mobilisation du judaïsme américain. Disons que le judaïsme américain saura construire au sein de l'opinion publique américaine des coalitions avec tel ou tel groupe, sous-groupe dans l'opinion non juive américaine, de manière à globalement faire prévaloir un point de vue favorable à Israël. Et favorable jusqu'à un certain point seulement. Il n'en reste pas moins que nous comprenons mieux, à la lumière de cette situation, pourquoi et comment, jusqu'à ce jour, nous avons toujours des déceptions vis-à-vis des administrations américaines successives. Il y en a certaines qui sont franchement anti-israéliennes, il y en a d'autres qui sont nominalement pro-israéliennes, mais qui néanmoins continuent à perpétuer des attitudes anti-israéliennes, comme par exemple l'insistance sur la ligne de 1967, la réticence à reconnaître Israël comme la capitale d'Israël, la volonté de reconnaître absolument un État palestinien ou des droits égaux pour les Palestiniens en Eretz Israël. Il n'en reste pas moins que le point peut-être le plus important aujourd'hui sur la présence américaine dans la région, c'est le recul américain, c'est le fait que Obama, unilatéralement, a opté pour une politique qui en fait aboutit à un retrait américain. Nous ne savons pas si ce retrait va se pérenniser au-delà de la présidence Obama. On pourrait souhaiter que les Américains reviennent dans la région. S'ils reviennent, ils ont certainement les moyens d'exercer beaucoup d'influence dans la région, mais il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, on est devant une espèce d'imprévu absolu. C'est que l'Amérique, qui est la plus grande puissance du monde, qui a les moyens d'être là, qui a intérêt à être là, l'Amérique fait comme si elle ne pouvait pas être là et n'intervient pas comme elle le pourrait dans les affaires locales. Cette aporie, cette chose totalement bizarre et inexplicable, a des conséquences stratégiques elles-mêmes nombreuses et pas nécessairement prévisibles. Il se trouve que si un pays comme Israël est un peu dérouté devant le retrait américain, beaucoup de pays arabes qui avaient misé sur l'alliance américaine, je pense à l'Arabie Saoudite, aux pays du Golfe, ou bien encore même à l'Égypte, ça avait été le cas de l'Égypte de Moubarak, c'est le cas de l'Égypte de Sisi actuellement, ces pays aujourd'hui sont eux aussi totalement déroutés par le retrait américain. Et il se passe que devant cette situation, ces pays sont en train de se dire que finalement, l'un dans l'autre, pour l'instant, il y a plus d'intérêt à s'entendre avec Israël qu'à poursuivre une hostilité quotidienne contre Israël. Donc il y a un rapprochement stratégique tout à fait inattendu entre un certain nombre de pays arabes et Israël à cause du retrait américain. Ce que l'on ne peut pas savoir, c'est si un retour
des Américains dans la région permettrait ou ne permettrait pas la pérennisation des ouvertures entre Israël et un certain nombre de pays arabes. Nous allons rapidement mentionner quelques autres pays. D'abord, nous allons mentionner l'Allemagne. L'Allemagne, comme vous le savez, a été une très très grande puissance mondiale au XXe siècle, continue à être une grande puissance européenne, mais au XXe siècle, à 2 reprises, elle a tenté de devenir la principale, sinon l'unique superpuissance mondiale pendant la Première Guerre mondiale et ensuite pendant la Seconde Guerre mondiale, sous le régime impérial, puis sous le régime nazi. Dans ces deux cas, l'Allemagne a tenté de s'implanter au Moyen-Orient. Pendant la Première Guerre mondiale, en s'alliant avec l'Empire ottoman, et pendant la Deuxième Guerre mondiale, en s'alliant avec le nationalisme arabe. Les 2 tentatives ont échoué, mais elles ont failli réussir. Et les Allemands, l'Allemagne actuelle, en fait, ont conservé d'abord un très grand prestige dans le monde arabe, et ensuite, en fait, ont conservé beaucoup de liens et ont pu ranimer beaucoup d'intérêts économiques ou autres dans la région. Dans la mesure où l'Allemagne est une très grande puissance européenne, où avec l'Angleterre et la France, quand même, elle détermine la politique globale de l'Europe, il est certain que on ne peut pas tout à fait ignorer donc ces liens très anciens ou ces tropismes très anciens de l'Allemagne vis-à-vis de la région. Ce qui contrebalance le pro-arabisme traditionnel ou le pro-islamisme traditionnel des Allemands, c'est tout de même l'ombre de la Shoah. Les Allemands ont quand même intériorisé le fait qu'ils avaient une dette vis-à-vis d'Israël et du peuple juif. Ce concept est souvent remis en cause, souvent critiqué, mais il reste quand même très important, aussi bien chez les sociodémocrates que chez les chrétiens démocrates. Donc, l'Allemagne a beaucoup d'intérêts au Proche-Orient, et ce ne sont pas nécessairement des intérêts favorables à Israël, mais d'un autre côté, l'Allemagne, tout de même, considère qu'elle a une responsabilité vis-à-vis d'Israël, et cette responsabilité vis-à-vis d'Israël se manifeste de manière très concrète, parfois sous forme d'une coopération stratégique. Ce sont quand même les Allemands qui ont fourni aux Israéliens, évidemment sous forme de contrats commerciaux, mais qui ont accepté de fournir aux Israéliens des sous-marins qui sont très importants dans la force de dissuasion israélienne actuelle. Et disons que les Allemands modèrent souvent des prises de position européennes anti-israéliennes qui peuvent émaner soit de la France, soit de l'Angleterre. Il y a une ultime puissance dont je voudrais dire un mot, c'est pour une fois une puissance non européenne. Il y a 2 très grandes puissances non européennes qui sont en train d'émerger. L'une, c'est l'Inde, l'autre, c'est la Chine. Ces 2 puissances commencent à devenir des puissances économiques très importantes et également des puissances stratégiques, des puissances militaires très importantes. Ces 2 puissances, actuellement, ont de bonnes relations avec Israël. On peut dire qu'il y a une coopération un peu plus étroite avec l'Inde quand l'Inde est dirigée par des gouvernements nationalistes de droite, comme c'est le cas actuellement. Les gouvernements nationalistes de droite, évidemment, considèrent que leur ennemi, ce sont les pays musulmans, essentiellement le Pakistan, et que, par conséquent, Israël, en étant l'ennemi des pays musulmans, est fatalement un ami. Comme Israël est en même temps une puissance technologique et scientifique de premier plan, l'Inde, qui elle aussi mise beaucoup sur la technologie et la science, est intéressée à développer cette coopération. L'autre pays, c'est la Chine. Alors, la Chine a des relations très compliquées, mais dans l'ensemble, pas négatives avec Israël. Il y a des relations qui sont amicales entre la Chine et Israël. Il y a beaucoup de coopération économique.
il y a une certaine coopération stratégique entre la Chine et Israël, qui n'est limitée que par des objections américaines de temps à autre, parce que les Américains ne veulent pas que certains de leurs acquis technologiques partagés par les Israéliens se retrouvent entre les mains des Chinois. Mais il y a aussi le fait que les Chinois, officiellement, ne changent pas une politique qui consiste toujours à défendre les droits des Palestiniens. Ça devient très théorique, mais ils ne révisent pas cette vieille prise de position qui date de l'époque de Mao et de Chou Enlai. Et bien sûr, Israël se demande à terme ce qu'il va en être de ses relations avec la Chine. D'autant plus que la Chine commence maintenant, et ça c'est la grande nouveauté, commence à intervenir au Moyen-Orient. Il commence à y avoir une présence navale, militaire, non plus économique, mais cette fois-ci navale, militaire, donc stratégique de la Chine au Moyen-Orient. Il y a une présence indienne aux lisières du Moyen-Orient, dans l'océan Indien, mais les Chinois, eux, commencent à s'installer dans la mer Rouge. Ils ont commencé à envoyer des bateaux de guerre, une flotte de guerre, en Méditerranée. Donc, nous sommes en train d'entrer dans un tout à fait un nouveau monde. Le Moyen-Orient reste une région soumise aux influences de grandes puissances qui lui sont extérieures. La nouveauté actuelle, c'est essentiellement l'effacement, peut-être provisoire, des États-Unis et l'apparition de toute nouvelle puissance, à commencer par la Chine. D'une façon ou d'une autre, le jeu de ces puissances a une influence considérable sur le conflit en lui-même. Si le conflit n'était qu'un conflit entre Israël et un certain nombre de voisins, qu'il s'agisse des Palestiniens ou d'États arabes ou même de l'Iran, le conflit aurait une certaine dimension, mais il n'irait pas au-delà d'une certaine dimension. Le jeu des très grandes puissances a fatalement donné beaucoup plus d'ampleur au conflit, et ce jeu n'est pas terminé actuellement. Voilà donc pour notre entretien d'aujourd'hui. Nous allons, dans les semaines suivantes, nous allons nous retrouver, si Dieu veut, 3 fois encore, et nous allons réexaminer le conflit israélo-arabe ou israélo-palestinien sous un angle plus actuel. Nous allons essayer d'aborder les problématiques d'aujourd'hui à la lumière de ce que nous savons déjà sur les grandes matrices, les grandes structures globales de ce conflit. Merci et, si Dieu veut, à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Graffinkel. C'était un plaisir de vous écouter, comme chaque semaine. Donc, la semaine prochaine, on aura l'occasion de se retrouver, si Dieu veut. Moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver, chers participants, demain pour le cours du rafting de Adam Abraham. On continue avec le rafting, toujours Caïn et Abel. C'est toujours le sujet qui nous tient. C'est une demande à vous faire, chers participants. C'est de m'envoyer un mail pour me dire, pour nous donner des conseils. On réfléchit au prochain semestre, donc dans 2 mois qui commencent. Quels intervenants vous aimeriez entendre, de quel sujet vous aimeriez qu'on parle, s'il y a des améliorations que vous voulez qu'on apporte. On est là également pour ça. Donc j'attends vos mails vraiment pour qu'on puisse apporter un programme encore plus adapté à votre demande. Voilà, merci beaucoup et bonne semaine. Shavua tov à vous tous. Je voulais en racheter et puis